Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Mon invité du jour vient partager sa vie et toute son expérience de femme, plus particulièrement en lien avec sa vie intime. Et pour une femme née dans les années 60, le contexte dans lequel elle a grandi n'a pas toujours facilité les discussions sur le sujet de la sexualité qui étaient rares, voire inexistantes. Alors, chère auditrice ou auditeur, prépare-toi à être inspirée par le récit de Florence, que je suis ravie de recevoir et que je remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Nom d'un clito, témoignage. Florence, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, je suis ravie de me joindre à toi et de parler de ce sujet qui est au summum du top des tabous chez moi. Bah écoute, on va voir ce qui en sort et puis je suis vraiment curieuse de pouvoir commencer cet enregistrement, en tout cas l'entretien. Je vais te poser la première question. Florence, toi qui as grandi dans les années 60, une époque où les discussions sur la vie intime ne coulaient pas forcément de source, comment est-ce que ça a influencé ta perception de ta propre sexualité dans la manière dont ça a fonctionné ou façonné ton rapport à ton propre plaisir et au désir et peut-être même à ton corps? Je dirais qu'en fait, je me suis débrouillée seule. Et je pense aujourd'hui, c'est une façon que je ne reproduirai pas en fait. C'est le contexte en fait qui m'a amenée à me débrouiller seule. Quand on est en 1960, on grandit avec mai 68, parce que j'avais 8 ans. Et en passant par mon adolescence jusqu'à ma vie de femme adulte, en fait, c'était le bazar. J'entendais parler de liberté, euh, l'indépendance de la femme, l'égalité homme-femme. On entendait parler de liberté sexuelle. J'ai connu la période hippie, j'étais adolescente. Il y avait une remise en question des normes sociales, culturelles et aussi sexuelles. Donc j'entendais tout ça et j'entendais des choses aussi très positives par rapport à ça, liberté, recherche du plaisir. Puis d'un autre côté, j'étais éduquée dans un environnement catholique. Ma famille est catholique. On était en pension chez les sœurs. Donc j'étais élevée avec les dogmes de la religion catholique qui disaient effectivement tout le contraire. Et ces deux univers-là se sont rencontrés alors que j'étais adolescente et se sont heurtés, donc j'entendais des choses totalement contradictoires Mhm. et personne à qui en parler sereinement. En plus, une jeune femme qui parlait de sexe, n'était pas accepté. C'était vraiment chaque fois que je prenais ou j'essayais de prendre la parole sur ce sujet, là je me préparais à traverser un champ de mine. Donc je me suis tue. Et je pense que ça a énormément influencé ma vie sexuelle tout au long de ma vie, mes décisions, même ma vie en tant que mère, en tant qu'épouse. Et aujourd'hui, la décision que j'ai prise de vivre ma sexualité en toute indépendance et autonomie sans même avoir de partenaire, je pense qu'elle a été influencée par ça, par ce mutisme en fait.
En fait, je sens que j'ai vécu ça comme un énorme tabou. Il est passé en pole position des tabous qui ont un peu jalonné ma vie. Et tu parles, de ce paradoxe entre la liberté de l'expression, les débuts de la liberté sexuelle et puis le fait que tu aies, vécu dans une famille très conservatrice. Je peux imaginer que ça a eu un énorme impact sur ton enfance, ton adolescence plus tard, tes premières expériences autour de la vie intime ou même à partir du moment où toi, tu as peut-être commencé à voir que ton corps changeait. Je peux imaginer qu'on t'a pas forcément guidé là-dedans, c'est ça? Alors, au niveau de la guidance, non, rien du tout. La seule conversation que j'ai eue avec ma maman, ça a été lorsqu'elle m'a prévenue à l'âge de 12 ans que je pouvais avoir des règles. Ça a été le seul échange que j'ai eu. Après, c'est on se débrouille. On a des questions. Si on peut avoir le médecin, mais ça, j'ai parlé la première fois de contraception, j'avais 18 ans. Même au niveau des livres, j'ai accédé à des livres pour comprendre certaines choses, mais j'étais déjà adulte. Je devais avoir 23, 25 ans. Mais avant, non, j'avais pas accès même à la bibliothèque, c'était des livres interdits. C'était rangé au fond. Voilà. Donc je passais devant le rayon des bandes dessinées. J'essayais d'aller au fond pour voir ce qui se passait, mais on n'y avait pas accès, on pouvait pas les prendre. Hem, D'après ce que j'ai compris, tu as aussi, toi, vécu, une grande partie de ton enfance élevée, éduquée par les sœurs. Je pense que ça a pas non plus aidé à avoir un rapport en paix avec cette vie intime. Non, pas du tout, parce que de toute façon, on n'en parlait pas. Alors, sauf une seule fois, où par contre, j'en garde un souvenir qui est pas traumatisant du tout. Au contraire, ça me fait rire encore quand j'y pense. C'est que à jeune adolescente, on avait intégré dans le processus scolaire les cours d'éducation sexuelle. Normalement, c'était le prof de sciences qui faisait ça, et là, ça a été une sœur, une religieuse qui nous l'a fait. Donc évidemment, ce qui s'est passé, c'est que nous, on comprenait qu'il y avait une contradiction, on le savait, donc on a passé notre temps à pouffer de rire. Donc, parce qu'en fait, c'était la situation qui était gaguesque. Et on n'a absolument rien écouté. Mais c'était purement mécanique ce qu'ils nous expliquaient. On parlait pas de plaisir, on nous parlait surtout, ça je me souviens, ça par contre j'en souviens, des dangers. Alors ça, les dangers, on nous les a, voilà. Et comme j'étais dans une école de filles, j'ai jamais été en école mixte en fait. J'ai toujours été dans des écoles de filles. On nous parlait des garçons. Et quand on nous parlait des garçons, je peux vous dire que l'image que moi je m'en faisais, c'était oulala, ça va être compliqué. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Enfin, j'avais tout intégré, une image extrêmement négative des garçons. Donc voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu ma première expérience après 18 ans. En parlant de ton rapport aux garçons, comme, je peux comprendre qu'il y avait ce danger: «Attention les garçons, c'est comme ci, c'est comme ça». Comment est-ce que ça a impacté, toi, ta relation plus tard aux hommes ou, pour avoir tes premières expériences, dans ta vie intime, ça a dû vraiment, impacter fortement tout ça? Ah oui, ça a impacté énormément parce qu'en fait, moi, j'étais une enfant très disciplinée. En fait, je voulais toujours faire plaisir à papa, maman. Et donc j'étais très obéissante. Le rapport que j'avais avec les hommes, c'était effectivement le schéma de la famille à construire, l'épouse en devenir, la mère en devenir. Mais la femme en tant que telle, je crois que je l'ai laissée quelque part dans les limbes. Pour moi, c'était un objectif. Donc en fait, il y avait un enjeu dans ma rencontre dite amoureuse avec un partenaire, c'était créer une famille. D'autant l'exemple de mes parents, c'est qu'eux se sont rencontrés très jeunes, ils se sont mariés très jeunes et ils n'ont pas, mon père n'a pas connu d'autres femmes, ma mère n'a pas connu d'autres hommes. Je voyais ce schéma-là comme un schéma idéal à respecter au plus près. Et donc j'étais partie, tout de go, allez hop, dans ma vie d'adulte, avec ce conditionnement qui était bien, bien calé, bien posé, et avec lequel j'étais en phase. Jusqu'à ce que je me marie, que j'ai mes 2 enfants, et d'un seul coup, il y a eu un énorme clash.
J'ai divorcé et ma vie a pris une toute autre tournure, ma façon de penser a pris une autre tournure. J'ai réfléchi différemment. Et qu'est-ce qui était différent dans ta manière de voir les choses à ce moment-là? Mais ce qui était différent, d'abord, ça venait du fait que le fait de divorcer, j'avais transgressé un tabou. J'avais transgressé une règle. J'avais transgressé une norme. Donc, j'étais hors norme. Mais en même temps, je me disais, waouh, ça y est, je suis une femme indépendante, libre, parce que j'entendais ça depuis l'âge de 8 ans. Mais je réalisais pas du tout qu'en fait, je répondais à une autre injonction sociale, celle qui émanait en fait des manifestants, étudiants, les hippies, cette nouvelle manière de penser. J'en avais pas conscience. Je suis allée carrément jusqu'au bout de ma démarche, c'est-à-dire voilà, je vais élever seule mes enfants et j'ai fait carrière. Et j'ai fait carrière. Donc j'étais une femme devenue maman solo et en plus on m'avait collé une super étiquette de carriériste simplement parce que j'étais la seule à subvenir aux besoins de mes enfants, donc j'ai fait carrière. Et c'est super intéressant ce que tu amènes parce que, du coup, ça t'a amené à élever tes enfants seule. À l'époque où la croyance était que les femmes devaient remplir un rôle d'épouse, de mère modèle. De quelle manière est-ce que c'est venu impacter ta vie de femme? Et puis comment est-ce que tu as repris ton pouvoir par rapport à ce rôle ou cette étiquette de mère modèle ou de femme modèle? C'est très étrange parce que le mot mère modèle, ça a été quelque chose que j'ai dû abandonner en fait. Et d'ailleurs, c'est même très important parce qu'en fait, j'ai abandonné le fait d'être une mère modèle à partir du moment où j'ai entrepris une carrière. Parce que simplement, en tant que femme, tu peux pas faire carrière et élever tes enfants. Donc pour moi, c'était comme une sorte de vérité. J'ai abandonné ça. Il y a quelque chose de aussi très très important parce que ça se passait en sous-sol, là, vraiment au fin fond. C'est que en parlant de ça, depuis le début, j'ai pas parlé de ma vie de femme. Parce que celle-là, elle était enfouie, mais profondément. Parce que déjà très difficile de projeter une image qui n'était pas acceptée. Très souvent, on me renvoyait le fait que j'étais pas une bonne maman, simplement parce que je travaillais. Parce que j'avais un poste de direction, je pouvais pas être une bonne mère. Donc, remettre en surface ma vie de femme, alors que j'étais divorcée, j'étais tout à fait libre d'avoir des partenaires. Ça, non, je l'ai laissé enfoui parce que je pense, quand je repense à cette époque-là, ça faisait déjà trop pour moi de renvoyer une image. En fait, le jugement de l'autre avait tellement d'importance pour moi que pour moi, c'était impossible de faire réémerger ça pour rajouter une couche. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que j'étais incapable de l'assumer parce que je dépendais du regard des autres. J'étais dépendante de mes conditionnements et dépendante des injonctions sociales. Mmh. Voilà, je me construisais sur ces bases-là, en fait. Donc, je suis passée à côté de ma vie de femme. Et en fait, quand je faisais des rencontres où ma vie sexuelle était à nouveau dans le nouveau schéma de départ, je cherchais un nouveau compagnon pour me réinscrire dans un schéma familial acceptable socialement. Bah, pour représenter cette femme qu'on peut accepter, il faut revenir dans les standards qui sont imposés. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Et pour toi, je peux imaginer que ça a été aussi des murs, qui ont pu parfois être difficiles à franchir. Là-dedans, comment est-ce que tu as réussi malgré tout à atteindre ta vie de femme sexuellement épanouie? Dans ce tumulte dans lequel j'ai vécu, en fait, j'étais au milieu d'une espèce de sorte de capharnaüm où les normes sociales et culturelles et sexuelles étaient bousculées, où tout n'était pas très très clair. Je pense que je me suis appuyée sur effectivement une partie de mon conditionnement, des choses nouvelles que j'entendais, que j'apprenais, je m'intéressais et je m'appuyais là-dessus. Et je pense pas l'avoir fait en fait pour ma sexualité. Ces points d'appui, je les avais pas. Je viens juste à l'instant de le réaliser, hein. Donc, je viens d'en prendre conscience. En fait, tout sur beaucoup de choses, mais sur la sexualité, je crois que non. J'avais pas ces points d'appui en fait. J'arrivais pas à trouver à qui en parler, où trouver l'information. Et je pense que ça, aujourd'hui, je dirais que je me suis abandonnée là-dessus. Je me suis abandonnée.
Donc, euh, je suis plus du tout en accord avec cet abandon et j'ai envie justement de remettre ça au centre ou tout au moins de faire participer ma sexualité. Et je vois que bah, tu as fait cette prise de conscience et puis maintenant c'est en train d'ouvrir des portes, tu es en train d'envisager quelque chose de différent. Et ça me fait rebondir sur une question que je voulais te poser par rapport à la sexualité quand on a un certain âge. Beaucoup de gens pourraient avoir tendance à penser qu'une fois passé un cap limite, la vie intime, ça appartient au passé. Et quelle est ta perspective à toi par rapport à ce sujet? Et puis, est-ce que tu crois que l'épanouissement dans ce domaine a une date de péremption? Alors absolument pas. Non, 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 non. Puis je crois que s'il y a d'autres femmes qui sont ménopausées, hein, parce que c'est souvent la ménopause, hein, qui est une espèce qui sonne le glas, on va dire, sur le plan social. Waouh! Non, 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 non. Beaucoup de femmes ménopausées se sentent beaucoup plus libres. On a aussi passé certains caps, parce qu'il peut y avoir des caps difficiles de la ménopause, mais par contre un confort extraordinaire. Parce que franchement, les règles, c'est pas marrant, quoi. J'avais mal à la tête, ça m'occupait déjà pratiquement la moitié du mois. Pour ainsi dire, je passais pratiquement le tiers de l'année à pas me sentir bien. Je me dis que non, il n'y a pas de date de péremption, du tout. C'est horrible ce nom. C'est horrible. Ah, et puis, donc pour toi, en fait, il n'y a pas ni date de péremption, et puis bah, l'épanouissement sexuel, ça peut arriver à n'importe quel âge. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans la tête que ça se passe? Et puis dans le corps aussi, parce que je peux imaginer qu'en prenant de l'âge, le corps peut, chez certaines personnes, fatiguer. Et puis peut-être que, bah, comme tu parlais des hormones à la ménopause, ça chamboule un petit peu tout. Puis après, tu as une forme de perte de libido, ou en tout cas un ralentissement possible à ce niveau-là. Ah, c'est possible, mais il y a beaucoup actuellement d'ailleurs, et le laboratoire travaille beaucoup sur des solutions pour les femmes parce que les femmes ont été un peu oubliées. On a pensé beaucoup aux érections pour les hommes avec la petite pilule bleue, mais pour les femmes, on a, c'est en cours, il paraît, mais disons on était un peu, alors qu'on représente quand même un grand marché, je pense. On est plus nombreux que les hommes. J'arrive pas à comprendre en fait pourquoi ça n'a pas tant d'importance. Donc il y a des solutions en fait. Oui, effectivement, on peut avoir quelques petits soucis. Puis le milieu médical permet de trouver des solutions aussi. Alors maintenant, je suis pas une grande experte dans ce domaine, mais j'ai pu constater une chose, c'est que quand on laisse, en tout cas pour moi en tant que femme, quand je laisse ma libido de côté un petit peu, le désir disparaît. Si tant est que je vais relancer, ça repart en fait. Elle repart et puis elle reprend sa place. Et s'il arrive un pépin, un truc comme ça, en général, je laisse de côté, je m'aperçois que pouf, ça se calme. Et il faut que je réactive en fait la machine, on dirait, si on fait la fait comme ça, ça se remet en place. Alors oui, effectivement, mais je pense que des problèmes de libido, des problèmes de sexualité, on en a à tous les âges. Oui, les problèmes, on en a tout au long, quel que soit notre âge, tout au long de notre vie, hein. C'est pas propre au vieillissement, en fait. Si ça ralentit certaines fonctions, il y a des moyens de relancer la machine, voire d'utiliser des moyens médicaux qui sont à notre disposition. En plus, c'est complètement en dehors de la... Moi, maintenant, j'ai commencé à bien distinguer que le sexe, le plaisir en dehors de la procréation, en fait. J'ai bien scindé les deux. Il y a faire des enfants et le sexe, parce que c'était resté longtemps ancré chez moi, parce que c'était ça. C'était de l'accouplement, hein. Pas pour le plaisir, c'était pour avoir des gosses, quoi. Et ça, c'était super bien imprimé, là. C'était au burin, hein, derrière, hein, dans le marbre, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à pouvoir faire cette scission entre le plaisir, la jouissance d'un côté et puis la procréation de l'autre? C'est à partir du moment où il était trop tard pour avoir des enfants, ou de toute façon j'avais pris la décision que je n'aurais pas d'autres enfants. Et à partir du moment où c'est plus possible, où on a décidé que non, on n'aurait pas d'autres enfants, c'est bon, quoi. Et ça, c'est dégagé. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, la notion de plaisir, oui, est arrivée au centre. Elle a pris la place, en fait, qui laissée par
par le désir, quelquefois l'obligation d'enfant aussi, hein. Comment est-ce que tu envisages, toi, l'évolution des mentalités et des discussions autour de la vie intime, surtout pour les femmes, dans l'avenir? Comment je vois l'évolution? Moi, je suis très, très optimiste, en fait. Ce que je ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, c'était des grands discours, des manifestations, des choses assez fortes qui se mettaient en place et au niveau de l'humain, c'est-à-dire de la personne, on n'avait pas le droit à la parole, on n'osait pas. Donc aujourd'hui, en plus avec tous les outils qu'on a pour communiquer et le podcast d'ailleurs, est un outil merveilleux et c'est justement de pouvoir échanger, témoigner, transmettre, partager sur ces sujets-là. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est les hommes et les femmes ensemble. C'est pas qu'un problème, une histoire de femmes. Je pense que les hommes, ils ont les mêmes problèmes en fait. C'est juste différent. Ils ont vécu des injonctions, des conditionnements. Moi, personnellement, j'aurais pas voulu être dans leurs chaussures à l'époque, hein. Je trouvais que c'était trop difficile. Et c'est peut-être pas par hasard que j'ai élevé 2 garçons. Bah, moi, je suis très optimiste parce qu'on a des outils de communication et une vraie volonté de communiquer autour de ça. Il y a beaucoup de sérénité. Il y a encore énormément aussi de conflits, de luttes, etc. Mais ça, Mmh. c'est normal. Je pense que il y en a toujours, d'ailleurs, sur n'importe quel sujet, hein. Mais je trouve que ça, j'entends, ça se libère, on en parle. Déjà, rien que quand les sextoys se sont familiarisés, sont sortis, les sex shops qui n'étaient plus des endroits honteux, voilà, où les femmes ont osé rentrer. En fait, ça passe dans les usages je vais dire, jusqu'à nous tous, quoi. On n'a pas besoin d'être ministre, d'être à la tête d'une association. Déjà, rien que dans notre vie. Et alors, là où je trouve que, alors je le vois pas le progrès, mais c'est parce que peut-être que je suis pas en contact avec ça, mais de pouvoir en parler avec mes copines, ça j'aimerais beaucoup. Mais en se sentant vraiment à l'aise et en ayant bu de l'eau avant, hein. Que de l'eau. C'est en toute conscience. Et rien que ça, je pense que ça doit exister, ça doit se faire. Ça a énormément de puissance et de pouvoir, ça. Bon, parce que ça change les mentalités. Ça les change à notre échelle, nous, dans notre environnement proche, très proche. C'est enfin comme ça que je ressens les choses. Avant, je les voyais très très loin au niveau social, avec des choses qui se passaient. Et là, je sens que c'est arrivé jusqu'à nous, que là, c'est arrivé jusqu'à moi. Et la preuve en est, on est en train d'en parler là, dans un podcast qui va encore, qui va être diffusé. C'est génial, qui va être écouté. La mission de ce podcast, c'est de pouvoir passer au-delà de ces conditionnements et puis d'être, à l'aise pour en parler dans toute situation, puis surtout se sentir en sécurité de le faire. Parce que cette sexualité, c'est quand même une forme de vulnérabilité. Enfin, tu te mets à nu, au sens propre comme au sens figuré. Tu vas toucher à quelque chose de très profond chez toi, dans cet instinct primal. C'est ce qui ouvre à vraiment de la vulnérabilité et puis c'est là que c'est important d'être à l'aise avec ça et puis quand on est en couple, de pouvoir en parler ouvertement et se sentir reçu, accueilli là-dedans. Et toi, Florence, avec toute cette sagesse que tu as, toute cette expérience, qu'est-ce que tu pourrais ou qu'est-ce que tu aimerais partager avec les femmes qui pourraient se retrouver ou pour lesquelles ta vie ferait écho dans leur vie actuelle ou dans leur vie passée? Parlez-en, écoutez aussi. Moi, c'est la première chose que j'ai fait quand tu m'en as parlé, c'est que la première chose que je me suis dit: «J'arriverai jamais à en parler» et en me disant ça, je me suis dit: «Ah, attends, écoute d'abord, écoute et tu verras». Et j'ai commencé à écouter et je me suis rendu compte que, bah oui, quand on en parle, quand j'entendais parler autour de moi, donc OK, c'est bon, ça le fait. Oui, parce que j'ai failli te dire non quand même, quand tu me l'as demandé. Oh, ça aurait été dommage, Oui, hein? oui. Et là, je veux dire, c'est mon âme qui est passée par-dessus et qui a fait: «Non, oui, attends là, non mais Malolo, tu déconnes. Allez, hop, 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 ça sera oui».
n'hésitez pas à en parler si vous le sentez. N'hésitez pas à écouter. Se rapprocher aussi de personnes bienveillantes qui sont dans cet état d'esprit. Oui, ça fait du bien parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Je me sens en sécurité. Être bien entouré, écouter et parler. Et si tu avais une capsule pour voyager dans le temps, pour aller faire un coucou à la Florence ado, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'aurais envie de lui dire mais vas-y, exprime-toi. Ça fait peur, ok, je sais, je suis passée par là, je l'ai vécu, mais je pense que c'est très important de ne pas enfouir ta sexualité au fin fond parce que juste t'as trop de choses à gérer et que là, t'as peur vraiment que ça explose en vol, quoi. Donc, si, je lui donnerai quand même quelques mots conseils, quelques mots clés, hein, de conditionnement. Boum. Allez, hop. Réfléchis à ça. Je glisserai aussi, renseigne-toi sur le travail qu'on peut faire sur soi. J'aurais essayé de lui donner un petit peu les quelques petites clés comme ça, que je lui aurais laissé en souvenir pour savoir si ça peut résonner, ce qu'elle en fait. Parce que franchement, si j'avais reçu à l'âge de 15 ans, ce que j'ai reçu ne serait-ce qu'il y a quelques mois, ou si j'avais croisé ta route à l'âge de 15 ans, je crois que ça aurait énormément changé les choses. Merci Céline, vraiment du fond du cœur de ce merveilleux cadeau. Merci beaucoup Florence pour tes partages, pour ton ouverture, le fait de venir parler de ce sujet. Et puis aux auditeurs, auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode Non d'un clito. Rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes inspirantes. Non d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!